Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 5 de Bazone et L2 à destination des L2 informatique et L2 MIAH de l'Université Clermont-Auvergne. Pour ce cours, qui est en fait plus théorique que les cours précédents, nous allons aborder les notions suivantes. L'algèbre relationnelle, le calcul relationnel de domaine et le calcul relationnel de tuple. En fait, ce sont trois langages de requête abstraits. Alors abstraits dans le sens où vous allez voir, en fait, ce sont des langages de requête qu'on ne va pas intégrer directement dans un ordinateur, donc on ne passera pas par SQLite ou tout autre SGBD pour faire nos requêtes. Ça sera uniquement un outil abstrait qui va nous permettre de formuler des requêtes sur le papier. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? En fait, en algèbre relationnelle, calcul relationnel de domaine et calcul relationnel de tuple, donc vous allez voir, c'est un peu trois paradigmes différents de formulation de requêtes. Nous avons accès du coup à l'abstraction d'une requête, ce qui n'était pas le cas en SQL. En SQL, quand on formulait une requête, qu'elle soit complexe ou simple, eh ben, il faut évidemment se contraindre à respecter la syntaxe du langage. Alors là, on va respecter la syntaxe de l'algèbre relationnelle, par exemple pour le point numéro 1. Sauf que comme c'est un langage abstrait, on peut s'autoriser des simplifications, utilisation d'opérateurs qui nous semblent pertinents pour une requête, mais qui n'existent pas par exemple directement en SQL et qui vont pour autant nous permettre de simplifier au moins la modélisation de notre requête. La dernière étape, et vous allez voir ce genre d'exercice notamment en TD, sera, une fois que vous avez fait une requête en algèbre relationnelle, de la transformer en SQL. Alors vous allez voir que des fois c'est simple et des fois c'est compliqué, évidemment. Pour la partie calcul rationnel de domaine et calcul rationnel de tuple, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez voir que les paradigmes sont un petit peu différents et tout aussi intéressants pour nous, toujours dans cette optique de formulation de requêtes de manière abstraite. Parmi les trois langages de requête abstraits que nous allons voir pendant ce cours, l'algèbre relationnelle est celui qui se rapproche le plus directement de SQL. Vous allez voir en fait qu'on a déjà un certain nombre d'opérateurs du SQL qui sont déjà existants en algèbre relationnelle. Donc c'est un formalisme ensembliste. Donc on va manipuler des ensembles à l'inverse de SQL, puisque dans SQL, c'est pas directement vraiment des ensembles, puisque les doublons sont autorisés. Dans un ensemble, d'un point de vue mathématique, les doublons ne sont pas autorisés, et donc ça sera bien le cas ici. Alors les 6 opérateurs basiques que nous allons utiliser sont les suivants. La sélection. Alors en fait, à gauche, vous avez le nom en algèbre relationnelle, à droite, vous avez le nom équivalent en SQL. La sélection est en fait le where en SQL, ce qu'on appelle la projection avec la lettre pi grec, ça sera le select pour nous. L'union, c'est l'opérateur union mathématique que nous allons utiliser, qui est équivalent à l'union en SQL. La différence, c'est le moins, c'est le except en SQL. Le produit cartésien, qui est l'opérateur de produit cartésien classique en mathématiques, c'est le cross-join en SQL, ou la virgule, hein, si vous faites from table 1, virgule table 2. Et l'opérateur qui nous permet de renommer des tables ou des colonnes. C'est un row en algèbre relationnelle, ce qui est équivalent au as en SQL qu'on utilise très souvent. Alors, ces opérateurs prennent en entrée une ou deux relations et ça va produire une nouvelle relation. Alors, comme nous sommes tous très à l'aise en SQL maintenant, on va pouvoir directement regarder des exemples de requêtes en algèbre relationnelle. Alors, supposons qu'on possède là pour ces exemples deux tables R et S. Voici un exemple d'une première requête. On souhaite obtenir les tuples pour lesquels la colonne A est égale à la colonne B et la colonne D est strictement supérieure à 5, en supposant que ce genre de colonne existe dans cette table, dans ces tables R et S. Alors ça, en SQL, là maintenant, on sait le faire très rapidement, hein. Juste en lisant la phrase, on a déjà la requête SQL en tête. Et ben, la traduction en algèbre relationnelle est pas très compliquée. On va utiliser donc le sigma, le where en fait, l'équivalent du where en algèbre relationnelle, donc qui est une sélection, et non pas un select, hein, évidemment, à ne pas confondre, mais c'est une sélection. Et en indice, on va mettre notre prédicat logique. Donc en indice, on veut que les tuples sur la colonne A soient égales aux autres tuples de sur la colonne B, et que la colonne D soit strictement supérieure à 5. Donc
Globalement, on va regarder les tubes pour lesquels la colonne A est égale à la colonne B et D est strictement supérieur à 5. Tout ça appliqué à la table R. Un deuxième exemple en utilisant la projection. Alors pour le coup, la projection, c'est vraiment le select en SQL. Vous voulez sélectionner que les colonnes A et C de la table R, et ben vous allez faire pi A,C de R. Et donc ça, c'est vraiment un select A,C from R. Alors remarque, en indice de la sélection, le sigma, on peut mettre un prédicat relativement long avec des et ou logiques, hein. C'est ce qu'on a vu ici. En fait, on peut évidemment mettre des choses semblables à ce qu'on pourrait avoir nous en SQL. On avait très souvent par exemple des where qui étaient des phrases logiques assez complexes finalement. Un exemple d'union. Vous voulez récupérer les colonnes A, la colonne A pardon, de la table R et faire l'union avec la colonne A de la table S. Ça va se représenter comme ceci. Bon, deux exemples assez simples qui se comprennent bien jusqu'à présent. Un petit retour sur le produit cartésien. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un petit retour sur le produit cartésien en fait? Puisque comme on est en algèbre relationnelle, il n'y a pas de notion de complexité de calcul. C'est-à-dire que si vous faites un produit cartésien d'une table 1 avec une table 2, en tout cas en algèbre relationnelle, comme c'est un langage abstrait qui n'a pas vocation à être directement implémenté dans un ordinateur, peu importe si vous faites un produit cartésien avec la table 1 et la table 2, même si ces tables sont potentiellement gigantesques, vous êtes dans un univers mathématique, il n'y a pas de problème, cette opération sera faite instantanément. Et donc ça se présentera comme ça. Alors je précise ça puisque en fait on va faire un certain nombre de requêtes qui vont utiliser du coup en algèbre relationnelle le produit cartésien et ça ne sera pas un problème pour nous, ce qui n'est évidemment pas le cas en SQL. En SQL, évidemment, le produit cartésien, on essaye de l'éviter, puisque si les tables sont trop grandes, et ben en fait, le temps de lancement de votre requête, le temps de finalisation de votre requête va être important. Donc on va éviter ce genre d'opération. Par contre, en algèbre relationnelle, pas de problème, on est en maths, on fait ce qu'on veut. On peut évidemment composer les opérations. Par exemple, pour faire une sélection d'un produit cartésien, on va composer plusieurs opérations. On va faire la requête suivante qui revient en SQL à faire un select étoile from r,s where a égale b. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Vous avez le produit cartésien qui est directement donné en paramètre de votre sigma. Donc vous faites un sigma indice a égale b sur r croix s, hein, sur r produit cartésien s. Comme je vous l'ai dit au slide juste avant, là c'est pas un problème, on fait un produit cartésien, mais on est dans un monde abstrait, donc pas de problème en soi à faire des produits cartésiens, même si les tables sont potentiellement très très grandes. L'opérateur de renommage row, ça permet de renommer les colonnes des relations et les relations elles-mêmes. Donc par exemple, si vous faites un row x de E, ça va renommer l'expression que vous avez en donné en paramètre de votre row sous le nom x, qui est en indice ici. Donc si l'expression de l'algèbre relationnelle E a une arité n, alors notamment, vous pouvez choisir de renommer les colonnes exactement comme suit. C'est-à-dire que vous avez votre relation E qui contient un certain nombre de colonnes de 1 à n, peu importe le nom, vous allez le renommer en x avec les colonnes A1, A2, A3 jusqu'à AN. Nous avons également des opérateurs plus sophistiqués comme on pourrait en avoir en SQL, notamment les opérations de jointure. Donc nous avons la jointure naturelle R nœud papillon S. Alors, on va appeler ça le symbole nœud papillon, qui fait la jointure naturelle entre R et S. Nous avons la jointure interne, ce qu'on appelle θ jointure en algèbre relationnelle. Donc ça sera R nœud papillon indice θ et S notre table. Alors θ, ça va être le prédicat, ce que vous allez trouver dans le on. Donc c'est par exemple d'une certaine manière équivalent à sigma θ R croix S. Alors pourquoi d'une certaine manière? Puisque en fait, là vous faites un produit cartésien, donc vous récupérez un peu plus de données, par contre vous mettez bien en relation les mêmes tuples entre R et S. Nous avons également la jointure externe gauche, donc c'est avec le nœud papillon et puis deux petites barres vers la gauche. Et nous avons également le with, donc, ce qui va nous permettre de stocker des résultats de manière temporaire en algèbre relationnelle. Comment faire cela? Et bien en fait, ça va se présenter un petit peu de la même manière qu'en SQL. Vous créez une table temporaire, donc une relation temporaire qu'on va appeler R1, qui va prendre comme résultat tout simplement les résultats d'une autre requête en algèbre relationnelle. Et puis, dans la même requête, vous allez être capable
d'utiliser votre table temporaire comme si elle existait vraiment dans votre base. Comme en SQL, il existe aussi les opérateurs d'agrégation. Nous avons la moyenne, le minimum, le maximum, la somme et l'opérateur un peu spécial qui nous permet de compter le nombre d'éléments une fois qu'on a regroupé nos tuples. En algèbre relationnelle, ça s'utilise comme indiqué ci-dessous. Le point important de cette ligne, c'est le grand G qu'on trouve au centre, qui est en fait l'opérateur d'agrégation principal. Vous avez en indice en bas à gauche les attributs sur lesquels on va grouper, donc c'est ce qui suit le groupe by pour nous en SQL, et en bas à droite les fonctions d'agrégation que nous allons utiliser. Par exemple la moyenne, le min, etc. Et AI, eh ben, c'est le nom de l'attribut sur lequel on va appliquer notre opérateur d'agrégation. Donc, par exemple, pour retourner le salaire moyen des enseignants par département, en supposant que nous ayons une table instructor, une colonne salary et une colonne depname, nous allons faire grand G, on va grouper par depname et on va regarder le salaire moyen sur la table instructeur. Passons maintenant au calcul relationnel de tuple. Alors le calcul relationnel de tuple, c'est un langage de requête abstrait comme l'algèbre relationnelle, sauf que le paradigme est différent. Alors en fait, ça va permettre de spécifier l'ensemble des tuples qu'on souhaite obtenir. Alors là, vous allez commencer à vous dire oui, mais c'est exactement la même chose que ce soit en SQL ou en algèbre relationnelle. Mais en fait, vous allez voir que la manière de formuler le résultat que l'on souhaite obtenir est fondamentalement différente. Les requêtes sont de la forme l'ensemble des tuples T pour lesquels le prédicat appliqué à T est vrai. P est un prédicat. Cela se lit de la manière suivante, donc l'ensemble des tuples T qui vérifie le prédicat P. Alors un prédicat, je rappelle que c'est une phrase logique. Le prédicat P donc peut contenir des ensembles d'attributs, des constantes, des opérateurs de comparaison, des implications et des quantificateurs. Donc c'est surtout les deux derniers points qui vont être vraiment différents pour nous, qui vont en fait faire que le calcul rationnel de tuples se rapproche plus si vous voulez, un langage de requête mathématique plutôt que procédural comme du SQL. Prenons quelques exemples. Donc prenons un exemple, une requête permettant de trouver l'identifiant, le nom de département et le salaire des enseignants pour lesquels le salaire est strictement plus grand que 80 000, en supposant que nous ayons une table instructeur qu'on indique ici. Ça va se lire de la manière suivante, on souhaite récupérer l'ensemble des tuples T tels que T appartient à instructeur, donc est dans la table instructeur, et le salaire de ce tuple-là est strictement supérieur à 80 000. Et on va récupérer l'ensemble des tuples qui vont répondre positivement à ce petit prédicat-là qui est je dois être dans l'instructeur et je veux que ma colonne salariée soit strictement plus grande que 80 000. Un autre exemple pour obtenir uniquement les noms de colonnes qui nous intéressent. Ça va se démarrer de la même manière à chaque fois, l'ensemble est du tuple T tel que il existe un tuple dans S appartenant à instructeur avec l'identifiant sur le tuple T, donc la colonne ID du tuple T est égale à la colonne ID du tuple S, et je veux en plus que le tuple S, sur sa colonne salaire, ça soit strictement plus grand que 80 000. Alors notez que là, ici, point important, on ne fait aucune supposition sur l'appartenance du tuple T à une quelconque table. Le seul truc qu'on dit, c'est que il y a bien un tuple S qui appartient à l'instructeur, et par contre, T, c'est complètement abstrait. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut avoir 0 colonne, ça peut en avoir 3 millions. Et ben en fait, ça va être parmi tous les tuples possibles dans notre univers, on va récupérer uniquement ceux pour lesquels il y a la colonne ID qui est égale à la colonne ID de S. Donc ce qui va exactement faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va sélectionner uniquement la colonne ID des enseignants pour lesquels le salaire est strictement plus grand que 80 000. Pour le calcul relationnel de domaine, même chose en fait, c'est un langage de requête abstrait, à peu près équivalent au calcul relationnel de tuple, mais qui va se comporter un petit peu différemment. C'est-à-dire que la manière de formuler les requêtes vont être différentes. En particulier, c'est plus facile de récupérer un sous-ensemble de colonnes avec ce formalisme. Et chaque requête aura cette forme-là, donc c'est l'ensemble, si vous voulez, des tuples qui vont être représentés par les attributs suivants, par les coordonnées, on pourrait dire, x1, x2, xn, tels que le prédicat est vrai sur ce tuple-là.
Alors cela se lit de la manière suivante, donc c'est l'ensemble des valeurs x1, x2, xn vérifiant le prédicat P avec évidemment x1, x2, xn qui forment un tuple. Alors par exemple, pour retrouver l'identifiant, le nom de département et le salaire des enseignants qui gagnent strictement plus que 80 000, on va donner la requête suivante. Comment cette requête va se lire? On va la lire de la manière suivante. L'ensemble des valeurs INDS dans la table instructor, avec INDS qui est bien un tuple de instructor, et S est strictement plus grand que 80 000. Alors l'ordre est important ici, ça veut dire que la dernière coordonnée de notre table instructor, c'est le salaire. Alors vous n'avez pas sous les yeux le schéma de la table instructor, mais je peux vous dire que on va partir du principe que le salaire est la dernière colonne. Et donc cette valeur là sur cette colonne S doit être strictement plus grand que 80 000. Pour obtenir seulement l'identifiant de la requête précédente, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la requête suivante, l'ensemble des valeurs i telles qu'il existe les valeurs INDS de la table instructor, donc qui vont représenter les tuples de instructor, et la dernière colonne S est strictement plus grand que 80 000. Mais comme on ne récupère que la valeur i, ça revient, si vous voulez, à récupérer uniquement la première colonne des résultats de notre requête. Nous allons avoir le temps de nous entraîner en TD à formuler des requêtes avec ces langages abstraits. Et du coup, pour la fin du cours, je vous propose de faire une série de petits quiz en préparation des TD que nous allons faire très prochainement. Pour le premier quiz, je vous propose la question suivante. Sélectionnez les lignes pour lesquelles la somme de B et C est strictement plus grande que 30. Donc la somme sur les colonnes B et C d'une table R est strictement plus grande que 30. Alors notez que dans cette question-là, par exemple, pas besoin de connaître le schéma de la table R pour pouvoir répondre à la question. Dans l'énoncé, les indications qu'il y a les colonnes B et C et que l'on souhaite que leur somme soit strictement plus grande que 30 est suffisant pour pouvoir répondre. Donc je vous laisse réfléchir et nous allons passer à la correction dans la vidéo. La réponse était bien la deuxième requête. Donc regardons ça. Nous souhaitons faire une sélection sur la somme sur la colonne B plus C strictement plus grand que 30 de la table R. C'était bien évidemment cette requête-là que l'on obtenait. Alors remarque ici, là, ça revient à faire un select étoile from R where B plus C strictement plus grand que 30. Alors c'est bien un select étoile puisque on n'utilise pas d'opérateur de projection ici, donc on récupère toutes les colonnes. On souhaite maintenant afficher la colonne A des lignes pour lesquelles la différence entre B et C est négative. Je vous laisse réfléchir et on passe à la correction dans la vidéo. C'était la requête 1. Alors vous voyez qu'on a un bel exemple ici, là, assez simple, mais quand même parlant, d'enchaînement d'opérations en algèbre relationnelle. Il faut le lire de la manière suivante. Il faut regarder en fait la parenthèse la plus imbriquée. On va d'abord trouver les tuples pour lesquels la différence sur la colonne B et C est strictement inférieure à 0, donc est négative, sur la table R. Une fois qu'on a trouvé ça, on va récupérer uniquement la colonne A de ces résultats. Et donc c'est bien la première opération la plus imbriquée qui va être exécutée en premier, suivie après de la projection. Maintenant, on souhaite connaître la requête en algèbre relationnelle qui permet de réaliser l'intersection entre deux tables grand R et grand S. Et alors, quelle est l'équivalence de l'intersection par rapport aux requêtes que nous avons sous les yeux? Nous allons passer à la correction dans la vidéo. Les bonnes réponses étaient la 1, 2, 3. Alors la 1 est assez évidente puisque c'est tout simplement l'opérateur d'intersection mathématique entre l'ensemble R et l'ensemble S qui est bien une bonne réponse puisque je rappelle que nous sommes du coup dans une modélisation ensembliste. Pour la 2 et la 3, c'est assez facile de le voir en fait. Vous prenez l'ensemble R et vous retranchez à cet ensemble R les tubes qui appartiennent uniquement à R et qui ne sont pas dans S. Ce qui vous laisse en fait finalement l'intersection de R avec S. Et vous avez exactement l'équivalent ici. Vous faites un S moins S moins R, c'est exactement la même chose, mais pour S. Alors la quatrième ne répond pas correctement à la réponse. C'est facile de s'en convaincre en faisant un petit schéma. Alors je passe volontairement directement au slide 22, c'est parce que les quiz précédents sont des rappels sur les types de jointures que nous avons vus depuis le début de l'année, donc je les laisse dans les slides de cours disponibles sur Moodle.
Mais pour nous, nous allons passer directement à des questions différentes pour le quiz. Donc, étant donné les schémas relationnels suivants, quelle est l'expression en calcul relationnel équivalente à l'expression d'algèbre relationnelle ci-dessous? Donc, vous avez les tables R avec les colonnes ABC et S avec les colonnes DEF. Vous avez cette expression en algèbre relationnelle. La question est, quelle est l'équivalence en calcul relationnel de tuples? Je vous laisse réfléchir et nous passons à la correction dans la vidéo. La bonne réponse était la numéro 2. Alors déjà, analysons l'expression en algèbre relationnelle. On souhaite filtrer les tuples issus du produit cartésien de R avec S, et on va récupérer uniquement les tuples pour lesquels la colonne C est égale à la colonne D. Ça, c'est notre première étape. Enfin, parmi ces résultats, on va récupérer uniquement les colonnes A et F. Alors regardons la réponse numéro 2. L'ensemble des tuples T tels que il existe P dans R, il existe Q dans S, sur notre tuple T supposément de n'importe quelle forme pour l'instant, nous allons récupérer uniquement les tuples T pour lesquels la colonne A est égale à la colonne A de P, la colonne F est égale à la colonne F de Q, et nous avons la colonne C de P qui est égale à la colonne D de Q. Donc c'était exactement ce qu'on voulait. Enfin, pour le dernier quiz, je vous propose la chose suivante. Soit R égale AB, notre première relation, S égale AC, notre deuxième relation, donc deux schémas relationnels. Quelle est l'expression en algèbre relationnelle correspondant à l'expression suivante? Nous avons l'ensemble des vecteurs de coordonnées A pour lesquels il existe, donc ce qu'on peut appeler, ce sont des tuples pour nous aussi, pour lesquels il existe B tel que, donc pour lesquels il existe B répondant positivement à ce prédicat-là. Nous avons la valeur B qui va répondre positivement à ce prédicat-là. Le tuple AB appartient à R et B est égal à 17. Donc je vous laisse réfléchir à la solution et dans la vidéo, nous allons passer à la correction. La bonne réponse était la numéro 1, donc regardons ça. On va filtrer les tuples de la table R, on va garder uniquement ceux pour lesquels la valeur sur la colonne B est égale à 17, et on va faire une projection sur la colonne A, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement la colonne A. Alors si on analyse en fait ceci, c'est exactement cette requête qu'on a ici. Vous avez donc votre valeur A ici, et vous demandez, il existe une valeur B, telle que A,B est un tuple de la table R, avec le prédicat supplémentaire, B est égal à 17. Donc la colonne B est égale à 17. C'est exactement ce filtre-là, et vous récupérez uniquement la colonne A de ces résultats. En résumé de ce cours, nous avons abordé les notions suivantes, l'algèbre relationnelle, le calcul relationnel de domaine et le calcul relationnel de tuple. Nous allons nous entraîner en TD avec ces langages abstraits. Vous allez voir qu'en fait, en maîtrisant SQL, ces langages abstraits sont relativement faciles d'accès finalement. Donc, nous allons voir une série d'exercices qui vont surtout s'intéresser à formuler des requêtes par rapport à une phrase comme d'habitude, comme on a en SQL, et puis faire des traductions de SQL vers ces langages de requêtes abstraits ou inversement.